En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre, roi de Macédoine, lança l'une des plus grandes campagnes militaires de l'histoire contre la surpuissance de l'époque, l'Empire perse. À seulement 20 ans, son commandement brillant et intrépide lui a valu de remporter bataille après bataille. Et au cours d'une étonnante campagne de 10 ans qui l'a conduit aux confins du monde connu, il a créé l'un des plus grands empires jamais connus. Peu d'hommes ont eu un impact aussi massif sur le cours de l'histoire. Pour les Perses, il était Alexandre le Maudit, mais pour l'Occident, il était immortalisé sous le nom d'Alexandre le Grand. La Grèce antique. À partir d'environ 500 avant Jésus-Christ, cette terre accidentée fut le théâtre de développements remarquables dans les domaines de l'art, de la philosophie et de la guerre. Ces deux plus grandes cités-États étaient Athènes, une puissance navale où prospérait la démocratie, l'art, le théâtre et la philosophie. Et Sparte, une société austère et militariste, célèbre pour sa formidable armée. En 480 avant Jésus-Christ, ces deux cités-États avaient uni leurs forces pour combattre une invasion du puissant empire perse. Au passage étroit des Thermopyles, une petite force grecque, dirigée par 300 Spartiates, a retenu l'énorme armée perse pendant 3 jours, avant d'être finalement encerclée et tuée. Puis, dans le détroit de Salamine, la flotte grecque a vaincu la marine perse. Mais ils ne purent empêcher les Perses de brûler les temples sacrés de l'acropole athénienne. L'année suivante, à Platée, les Grecs remportèrent une bataille terrestre décisive contre les Perses et les obligèrent à abandonner leur invasion. Les 50 années suivantes furent l'âge d'or de la Grèce classique. Mais la tension croissante entre Athènes et Sparte, ainsi que leurs alliés, a finalement conduit à une rupture violente, entraînant le monde grec dans des décennies de combats destructeurs. Les guerres entre les cités-États grecs se poursuivirent pendant près d'1 siècle, les laissant épuisés et vulnérables à une nouvelle puissance montante au nord. Pendant des siècles, les Grecs sophistiqués ont considéré le royaume montagneux de Macédoine comme un endroit reculé, un village isolé, à peine grec. Mais sous le règne du roi Philippe II, la Macédoine devint une force militaire redoutable. Sa réforme la plus célèbre, l'introduction de la sarisse, une pique de 5,4 mètres, 2 fois plus longue qu'une lance grecque normale, et maniée par une infanterie entraînée, combattant en formation serrée, connue sous le nom de phalange. En 338 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Chéronée, l'armée de Philippe écrasa les forces conjointes de Thèbes et d'Athènes. Grâce à des alliances et des conquêtes, Philippe avait déjà pris le contrôle de la plupart de ses voisins. Après cette victoire, il unit toute la Grèce dans une alliance connue sous le nom de Ligue hellénique, ou Ligue de Corinthe, avec Philippe comme hégémon ou commandant suprême. Seule Sparte se tint à l'écart. Philippe commença à planifier une grande campagne, une guerre panhellénique ou entièrement grecque contre l'Empire perse. Leur vieil ennemi était désormais une surpuissance en déclin, dont les immenses richesses étaient à leur portée. Mais à la veille du lancement de sa guerre, Philippe fut assassiné par son propre garde du corps, victime des rivalités brutales à la cour de Macédoine.
Il fut remplacé par son fils, Alexandre, âgé de 20 ans, brillant, agité, éduqué par le grand philosophe Aristote, et déjà un commandant militaire expérimenté. Alexandre hérita du grand plan de son père pour envahir la Perse, mais il devait d'abord assurer sa propre position de roi. Dans son pays, il fit exécuter des rivaux potentiels, puis écrasa les rébellions en Illyrie, en Thessalie et en Grèce centrale. Il donna un exemple particulier à Thèbes. Il détruisit complètement l'antique cité et vendit ses habitants comme esclaves. Au printemps 334 avant Jésus-Christ, alors prêt à lancer sa guerre contre l'Empire perse, Alexandre mena son armée à travers l'Hellespont jusqu'en Asie mineure. Ce fut le début de l'une des plus grandes campagnes militaires de l'histoire. L'armée d'Alexandre comptait environ 40 000 hommes, venus de toutes les régions de Grèce. L'infanterie était commandée par le vétéran général macédonien Parménion. Au premier rang, 9 000 phalangites macédoniens, armés de sarrïs de 5 mètres et demi. Il s'agissait de soldats professionnels, bien formés et entraînés, qui se formaient pour la bataille en phalange sur 16 rangs de profondeur. Cette formation compacte formait un solide mur de fer de lance et était pratiquement inarrêtable. Mais elle était également difficile à manœuvrer et très vulnérable aux attaques sur les flancs ou sur son arrière. Ainsi, 3000 fantassins d'élite, les hypaspistes ou porteurs de boucliers, armés de lances plus courtes, gardaient ses flancs. Ils étaient commandés par Nicanor, le fils de Parménion. La deuxième ligne de l'armée d'Alexandre était composée de 7000 alliés grecs et de 5000 mercenaires, armés comme des hoplites. Ils tiraient leur nom de l'oplon, leurs grands boucliers ronds, et portaient des lances plus courtes, de 2,40 mètres. Une phalange hoplite n'était pas aussi efficace que les phalangites macédoniennes, mais elles étaient néanmoins lourdement et efficacement armées pour l'époque. Les Agrianes étaient les tirailleurs d'élite de l'armée, des experts au lancer de javelot originaires de ce qui est aujourd'hui le sud de la Bulgarie. D'autres tirailleurs de Tarse et d'Illyrie étaient armés de javelots, de frondes et d'arcs. Les troupes de choc de l'armée d'Alexandre étaient la cavalerie des compagnons, 1800 cavaliers d'élite armés de lances et d'épées, commandés par Philotas, un autre fils de Parménion. Alexandre dirigeait en personne la garde royale. Il y avait également 1800 cavaliers de Thessalie, commandés par Calas, 600 d'autres parties de la Grèce, dirigés par Erigius, et 900 éclaireurs, montés de Tarse et de Péonie, sous le commandement de Cassandre. Le grand empire perse était divisé en provinces, appelées les satrapies. Chaque satrapie était dirigée par un gouverneur ou satrape. Les satrapes d'Asie mineure, désormais menacés par l'invasion d'Alexandre, se réunirent pour discuter de stratégie. Memnon de Rhodes, un habile général grec au service des Perses, les exhorta à éviter la bataille contre Alexandre. Il leur conseilla plutôt d'adopter la stratégie de la terre brûlée. Brûler villages et récoltes, puis se replier vers l'intérieur des terres. L'armée d'Alexandre, promettait-il, mourrait rapidement de faim. C'était un bon conseil, mais les satrapes refusaient de ravager leur propre province sans combattre. Ils décidèrent donc d'affronter l'armée d'Alexandre au bord du Granique.
L'armée perse s'est formée derrière la rivière, qui était peu profonde, mais large de 18 mètres avec des rives abruptes. Leur ligne de front était un mur de cavalerie, composé d'environ 10 000 cavaliers venus de tout l'Empire, des Mèdes et des Ukrainiens de l'Iran moderne, des Bactriens d'Afghanistan et des Paphlagoniens de la côte turque de la mer Noire. Derrière, en réserve, se trouvait l'infanterie, plusieurs milliers de mercenaires grecs, chose courante dans les armées perses à cette époque. Ces hommes combattaient pour l'or perse et étaient armés de boucliers ronds et de lances courtes des hoplites. Les Perses n'étaient peut-être pas sûrs de pouvoir faire confiance à ces hommes dans le combat contre leurs compatriotes grecs et les ont donc placés à l'arrière. Alexandre, déterminé à attaquer et à détruire cette force perse avant qu'elle ne puisse battre en retraite, se précipita vers le Granique avec ses meilleures troupes. Sur son aile gauche, il posta la cavalerie thessalienne, grecque et thracienne sous le commandement de Parménion. Au centre se trouvaient les lances groupées des phalanges. Ces 6 divisions, commandées par Perdiccas, Koinos, Amintas, Philippe, Méléagre et Cratère. À droite, Alexandre lui-même, avec la cavalerie des compagnons sous Philotas, ainsi que des hypaspistes d'élite, les lanceurs de javelots Agriane et les archers. Alexandre, avec 13 000 fantassins et 5 000 cavaliers au total, était probablement légèrement en infériorité numérique. Mais ne prenant pas en compte le conseil d'attendre l'aube pour traverser la rivière, il ordonna un assaut immédiat. Il envoya une unité de cavalerie compagnonne pour traverser la rivière à gué, suivi d'un régiment hypaspiste et de la cavalerie légère péonienne. Alexandre, appelant ses hommes à faire preuve de courage, conduisit alors son aile droite de l'autre côté de la rivière. Arrivés au milieu du fleuve, les Grecs furent assaillis par une pluie de javelots, de fléchettes et de flèches provenant des lignes perses. Ceux qui parvinrent jusqu'à l'autre rive furent immédiatement attaqués par la cavalerie perse. Alexandre était au cœur des combats. Il attaqua là où toute la masse de leur cavalerie ainsi que de leur chef était stationnée. Autour de lui, un combat acharné faisait rage. Chevaux et hommes s'écrasaient, et hommes contre hommes. Les Macédoniens s'efforçaient de repousser les Perses loin de la rive, tandis que les Perses étaient déterminés à les empêcher de traverser et à les repousser dans le fleuve. L'attaque d'Alexandre semblait imprudente, mais il gagnait du temps pour que le reste de son armée puisse traverser le fleuve, y compris l'irrésistible phalange macédonienne. Puis soudain, Alexandre se retrouve en lutte pour sa vie, chargé par 2 nobles perses. Rhoécacès s'approcha d'Alexandre et le frappa à la tête avec son épée, brisant un morceau de son casque. Mais le casque brisa la force du coup, et Alexandre le frappa de sa lance. Alors par derrière, Spithridate leva son épée contre le roi, mais Cléitos le Noir, fils de Dropidas, intercepta son coup, lui frappa le bras et le coupa, épée comprise. L'armée grecque avait maintenant traversé le fleuve, et la cavalerie perse se trouvait face à un mur de lances macédoniennes. La plupart d'entre eux firent demi-tour et s'enfuirent. La vitesse et le choc de l'attaque d'Alexandre signifiaient que les mercenaires grecs de Perse n'avaient même pas eu le temps de rejoindre la bataille. Alexandre, pris de rage, ou peut-être considérant ces Grecs comme des traîtres, n'écouta pas leur appel à la clémence.
Les mercenaires furent encerclés de toutes parts et massacrés. Alexandre avait remporté une grande victoire. L'Asie mineure était désormais à sa merci. Mais l'Empire perse était encore un pays d'une immense richesse et d'une immense puissance. Il mobilisait déjà ses vastes ressources pour lui faire face. Si Alexandre voulait conquérir cet empire et prendre sa place dans l'histoire, il devait ensuite affronter Darius, roi des rois en personne. Alors qu'Alexandre s'approchait de Sardes, capitale de la province perse de Lydie, son commandant se rendit sans combattre. Mais avant qu'Alexandre puisse avancer davantage, il devait neutraliser la puissance navale perse. La Perse disposait d'une flotte puissante, avec d'importantes bases navales autour de la Méditerranée orientale, ce qui pouvait potentiellement couper ses lignes de communication avec la Grèce. Plutôt que de défier les Perses en mer, Alexandre décida d'attaquer leurs bases les plus proches, les villes côtières grecques de Milet et d'Halicarnasse. Toutes deux opposèrent une résistance déterminée, mais furent prises à l'hiver. Au printemps suivant, en 333 avant Jésus-Christ, Alexandre continua son avancée en Lycie et en Phrygie. À Gordium, on lui montra le légendaire nœud gordien. Une prophétie disait que celui qui parviendrait à le défaire régnerait sur toute l'Asie. Alexandre prit simplement son épée et le coupa en deux. Pendant ce temps, Memnon de Rhodes, un général grec expérimenté au service des Perses, mena des navires de guerre perses dans la mer Égée et captura les îles de Chios et de Lesbos. Mais après la mort soudaine de Memnon, due à une maladie, l'offensive fut abandonnée. « 18 mois s'étaient écoulés depuis que l'armée d'Alexandre avait traversé l'Hellespont et envahi l'Empire perse. Alexandre conduisit alors ses hommes en Cilicie et fut bientôt prêt à traverser les montagnes de Nour pour entrer en Syrie. Mais ensuite, l'armée perse principale, dirigée par le roi Darius III lui-même, émergea derrière l'armée grecque au nord. Darius était déterminé à piéger et à détruire l'armée d'Alexandre, qu'il surpassait en nombre de près de 2 contre 1. Il bloqua donc la seule voie de fuite d'Alexandre en déplaçant son armée vers la plaine côtière près d'Issos, large de seulement 9,6 km des montagnes à la mer. L'étroitesse du champ de bataille obligeait Alexandre à se battre, mais il empêchait également Darius d'exploiter son énorme avantage numérique. Son armée, selon certaines estimations, comptait jusqu'à 100 000 hommes et contenait certains des meilleurs soldats de son vaste empire, dont 10 000 de ses propres gardes, connus sous le nom d'Immortels. Sa meilleure cavalerie était massée sur sa droite, vers la mer, où le terrain était plus propice aux chevaux. Sa meilleure infanterie, ses hoplites, mercenaires grecs, formait le centre. L'infanterie perse formait son aile gauche. Alexandre déploya sa propre armée pour la bataille, confiant une fois de plus son aile gauche, la plus proche de la mer, à Parménion, avec la cavalerie et l'infanterie grecque. Au centre, comme toujours, se trouvait la phalange macédonienne. Alexandre se positionna avec ses meilleures troupes sur l'aile droite, vers les pentes de la montagne, avec ses lanceurs de javelots d'élite Agriane, ses archers, et derrière eux, les hypaspistes et la cavalerie compagnon.
Quand Alexandre vit la force de la cavalerie perse face à Parménion sur la gauche, il fit avancer sa cavalerie thessalienne pour le renforcer. Malgré son nombre écrasant, Darius tint sa position derrière une petite rivière, le Pinarus, et attendit l'attaque d'Alexandre. Il n'a pas eu à attendre bien longtemps. Alexandre appela ses hommes, les exhortant à se battre courageusement en désignant certains d'entre eux par leur nom. Puis, à la tête de l'aile droite de son armée, il chargea. Une fois de plus, la vitesse et le choc de l'avancée macédonienne firent reculer l'ennemi. Mais au centre du champ de bataille, la phalange macédonienne était en difficulté. Dans ses efforts pour suivre Alexandre, sa formation s'était désorganisée. Maintenant, au cours de combats acharnés avec les mercenaires grecs de Darius, la phalange était lentement repoussée. Alexandre, voyant le danger, se regroupa et lança les compagnons dans une charge frontale au centre des Perses. Les mercenaires grecs, menacés sur leurs flancs, furent bientôt désorganisés et la phalange macédonienne put reprendre son avance. Alexandre s'effrayait un chemin jusqu'au grand roi, Darius lui-même. Plutôt que d'affronter ce roi macédonien apparemment fou et intrépide, Darius s'enfuit du champ de bataille dans son char royal. Pendant ce temps, l'aile gauche macédonienne, sous le commandement de Parménion, livrait un combat acharné contre la meilleure cavalerie perse. Si les Perses parvenaient à percer, ils pourraient encercler l'armée d'Alexandre et arracher la victoire. Mais Parménion et ses troupes combattirent avec acharnement et continuèrent à tenir les Perses à distance. Lorsque la nouvelle de la fuite de Darius se répandit parmi ses troupes, ils abandonnèrent le combat et tentèrent de se sauver. La bataille se transforma en massacre. Ptolémée, l'un des commandants macédoniens, dit à Alexandre qu'il y avait tellement de morts perses que ses hommes les avaient utilisés pour combler un profond ravin afin de pouvoir le traverser. La bataille d'Issos fut une victoire éclatante pour Alexandre. Et parmi le butin de la victoire se trouvait la femme de Darius, sa mère et ses 3 enfants, tous pris vivants et bien traités par Alexandre. L'armée perse était en retraite. Alexandre se consacra à la soumission des territoires occidentaux de l'Empire perse. L'année suivante, en 332, les cités côtières de Phénicie se soumirent à Alexandre, mettant fin à la puissance navale perse en Méditerranée. Mais la ville insulaire de Tyr résista. Les défenseurs de Tyr se sont battus avec courage et habileté, même lorsqu'Alexandre a commencé à construire une chaussée vers l'île, protégée par 2 tours de siège géantes qu'ils ont contre-attaquées avec des navires incendiaires. Mais au bout de 7 mois, les remparts de la ville furent percés et Tyr tomba. La plupart de ses citoyens furent tués ou réduits en esclavage. Gaza a également été assiégée. Alexandre continua jusqu'à Péluse, sur le delta du Nil, où le gouverneur perse d'Égypte céda toute la province à Alexandre, ainsi que le trésor royal. À Memphis,
les prêtres de cette ancienne terre accueillirent Alexandre comme un libérateur de la domination perse et le couronnèrent pharaon. À l'embouchure du Nil, il fonda une nouvelle ville, Alexandrie, puis se rendit à l'oracle du désert de Siwa, où selon certains récits, les prêtres l'accueillirent comme fils d'Amon, roi des dieux. Alexandre retourna à l'est, à Tyr, où en 331 avant Jésus-Christ, il reçut des nouvelles de troubles dans son pays. Malgré ses grandes victoires sur les Perses, de nombreux Grecs considéraient Alexandre comme un tyran. Le roi Agis de Sparte, avec les soutiens des Perses, lança alors une révolte contre la Macédoine. Antipater, commandant d'Alexandre en Grèce, était déjà aux prises avec une rébellion en Thrace. Mais il marcha rapidement vers le sud et rencontra Agis au combat, près de la ville de Mégalopolis. Même les légendaires Spartiates n'étaient plus à la hauteur de la puissance militaire macédonienne. L'armée spartiate fut écrasée. Le roi Agis lui-même était parmi les morts. Sa base en Grèce était à nouveau sécurisée. Alexandre avança vers le cœur de la Perse, cherchant une confrontation finale avec Darius. Il reçut une lettre du roi perse, lui offrant une fortune en or, sa fille en mariage et la moitié de son empire en échange de la paix. Mais les victoires éclatantes d'Alexandre, tous les oracles et les acclamations l'avaient désormais convaincu que son destin était de gouverner le monde. Et il rejeta l'offre du roi perse. Il ne voulait pas que la moitié de l'empire. Il venait pour tout prendre. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre, alors âgé de 21 ans, souverain du petit royaume grec de Macédoine, mena une invasion du vaste empire perse. Cela semblait impossible. Mais grâce à la domination militaire grecque et au leadership intrépide d'Alexandre, il remporta 2 grandes batailles contre les Perses, au fleuve Granique et à Issos. Après avoir soumis les terres perses à l'ouest de l'Euphrate, il se dirigea désormais vers l'est, au cœur de l'empire, à la recherche d'une confrontation finale avec le roi perse Darius III. Apprenant qu'une grande armée perse, dirigée par Darius, s'était rassemblée à Gogamel, près de l'actuel Mossoul en Irak, il s'y dirigea promptement. C'était la dernière chance pour Darius d'arrêter Alexandre, et la chance pour Alexandre de briser la puissance perse une fois pour toutes. Darius avait choisi de combattre en terrain découvert, où son avantage numérique serait plus significatif. Ses soldats avaient également travaillé dur pour nettoyer et aplanir le terrain, afin de le rendre adapté aux chars de guerre perses. Selon les estimations modernes, l'armée perse comptait entre 50 et 80 000 hommes et était composée de contingents provenant de tout l'Empire. Infanterie de Syrie et de Babylone. Cavalerie d'Arménie, d'Inde et d'Asie centrale. Jusqu'à 200 chars à faux. Et même une poignée d'éléphants de guerre. L'armée d'Alexandre était plus petite et pouvait être jusqu'à 2 fois moins nombreuse. Il a déployé ses unités dans leur formation habituelle. Sur le flanc gauche, la cavalerie tarse et thessalienne.
commandée par Parménion. Au centre, les vétérans macédoniens de la phalange, chacun armé de sa pique Saris de 5,4 mètres. Sur le flanc droit, Alexandre était accompagné de sa cavalerie d'élite, les compagnons, et de sa meilleure infanterie, les hypaspistes. C'étaient les unités avec lesquelles Alexandre comptait lancer son attaque principale. Les hoplites grecs formaient une deuxième ligne et soutenaient les deux ailes, qui étaient inclinées vers l'arrière pour se protéger de l'encerclement perse. La bataille commença lorsqu'Alexandre mena son aile vers la droite, un mouvement qui prit les Perses par surprise. Alexandre pourrait-il vraiment essayer d'encercler leur immense armée ? Les Perses reproduisirent son mouvement, éloignant leurs troupes de leur centre pour déborder Alexandre et l'empêcher de quitter la zone qu'ils avaient dégagée pour les chars perses. Mais la manœuvre inhabituelle d'Alexandre était un piège. Elle visait à inciter les Perses à affaiblir leur centre. Voyant son succès, il ordonna à sa cavalerie grecque de charger pour maintenir les Perses en position. Une bataille de cavalerie géante se déroulait sur l'aile droite. Pendant ce temps, Darius, estimant que le moment était décisif, lança ses chars. Mais les habiles lanceurs de javelots Agriane abattirent chevaux et équipages. Tandis que l'infanterie grecque ouvrait des voies, permettant aux chars de passer sans danger. Alexandre mena alors sa cavalerie de compagnons et une partie de la phalange macédonienne dans une charge frontale directement sur le centre perse affaibli, se frayant un chemin vers Darius lui-même. La férocité soudaine de l'assaut d'Alexandre jeta les Perses dans la panique. Le centre de l'armée se brisa et s'enfuit, le roi Darius lui-même menant la déroute. Mais l'aile gauche d'Alexandre était en grande difficulté. Parménion, confronté à un assaut massif de la cavalerie perse, était pratiquement encerclé. Des cavaliers indiens et scythes avaient même traversé une brèche dans la ligne grecque. Mais plutôt que de faire demi-tour et d'attaquer les Grecs par derrière, ils avaient continué tout droit pour piller leur camp. Parménion envoya un appel à l'aide désespéré à Alexandre. Le roi abandonna sa poursuite de Darius, se regroupa et chargea l'aile droite perse. Ce fut le combat le plus dur et le plus sanglant de la bataille, coûtant la vie à 60 compagnons d'Alexandre. Finalement, alors que la nouvelle de la fuite de Darius se répandait sur le champ de bataille, les derniers cavaliers perses se retournèrent et s'enfuirent. La bataille de Gaugamel fut une victoire éclatante et complète pour Alexandre. Selon des sources anciennes, il n'a perdu que quelques centaines d'hommes, tandis que les Perses en ont perdu des milliers. Alexandre avait mis en déroute la grande armée de Darius, et désormais, la route vers Babylone, la principale capitale de l'Empire, était ouverte. Le roi macédonien entra dans la grande ville en triomphe, reconnu par les fonctionnaires perses comme son nouveau souverain légitime. Il en fut de même dans la ville de Suse, où Alexandre prit solennellement place sur le trône royal de Perse. Dans les montagnes du Zagros, à un col connu sous le nom de Porte Perse,
une courageuse force perse retint l'armée d'Alexandre pendant 1 mois. Les Grecs finirent par trouver un chemin de montagne qui contournait leur position, leur permettant d'encercler et d'éliminer les défenseurs. Au début de l'année 330 avant Jésus-Christ, Alexandre atteint Persépolis, la capitale cérémonielle de l'Empire. Alexandre voulait apparaître comme un libérateur aux yeux des Perses, comme un successeur légitime du roi Darius. Mais il ordonna alors le pillage et l'incendie de Persépolis, en représailles à l'invasion perse de la Grèce et à l'incendie des temples sacrés d'Athènes en 480 avant Jésus-Christ. Alexandre se dirigea alors vers le nord, en direction de la Médie, où Darius s'était réfugié dans la cité royale d'Ecbatane. Alexandre était déterminé à capturer Darius, mais le roi fugitif fuyait vers l'est dans l'espoir de lever une nouvelle armée dans les provinces de Parthie, de Bactriane et de Sogdie. Ce ne fut pas le cas. Alors qu'Alexandre se rapprochait, le roi perse fut assassiné par un de ses propres gouverneurs, Bessus, qui s'autoproclama alors nouveau souverain de l'Empire. Alexandre ordonna que Darius soit enterré dans les tombeaux royaux de Persépolis, aux côtés de ses ancêtres. Il s'arrêta alors pour organiser son vaste nouvel empire. Alexandre nomma les vice-rois pour gouverner les provinces en son nom, conservant à leur poste plusieurs Perses qui avaient juré fidélité. Puis, il reprit sa marche vers l'est. Son objectif, retrouver et tuer l'usurpateur Bessus. Soumettre les provinces orientales de l'Empire et atteindre le bout du monde. Or, en 330 avant Jésus-Christ, Alexandre poursuit sa marche vers l'est. Son objectif, trouver et tuer Bessus, un usurpateur perse prétendant être le roi légitime, et soumettre les provinces orientales de l'Empire. Alexandre se dirigea d'abord vers Lari, aujourd'hui en Afghanistan, où le gouverneur perse Satibarzane avait lancé une révolte, après avoir fait semblant de se soumettre à Alexandre. La rébellion fut écrasée et Satibarzane tué en combat singulier par un officier de cavalerie grecque. À proximité, Alexandre fonda la ville d'Alexandrie Ariana, l'actuelle Héra, l'une des 12 villes qu'Alexandre fonda, presque toutes portant son nom. Alexandre marcha vers Phrada. La cour macédonienne avait une longue tradition de complots et d'assassinats. 6 ans auparavant, le père d'Alexandre, le roi Philippe, avait été assassiné par son garde du corps. Il fut alors informé que Philotas, commandant de sa cavalerie de compagnons, avait découvert un complot visant à assassiner Alexandre, mais elle l'avait gardé secret. Philotas et son père Parménion étaient parmi les commandants les plus respectés d'Alexandre et avaient joué un rôle crucial dans toutes les grandes victoires. Mais lorsque Philotas avoua sous la torture, Alexandre le fit exécuter, puis envoya des assassins à Ecbatane, où Parménion était gouverneur, pour le tuer avant même qu'il n'apprenne la mort de son fils et qu'il ait une chance de se retourner contre Alexandre. En 329, Alexandre reprend sa poursuite de Bessus. En route, il fonda la ville d'Alexandrie Arakosi, l'actuel Kandahar dans le sud de l'Afghanistan. Alors qu'il atteignait Kunduz, Bessus fut trahi par ses propres hommes et livré enchaîné. Alexandre le renvoya en Perse pour l'exécuter, en tant que régicide.
Alexandre pénétra dans l'actuel Tadjikistan, où les Sogdiens se soulevèrent contre lui. Il dut repousser les attaques des tribus locales et prendre d'assaut plusieurs villes. Sur les rives du fleuve Jaxar, il fonda la ville d'Alexandrie Escat, ce qui signifie Alexandrie la plus éloignée. Ainsi nommé parce qu'il avait enfin atteint la limite de l'Empire perse. Cette frontière était fréquemment attaquée par des nomades, connus des Grecs sous le nom de Scythes. Alexandre les attira dans une bataille décisive près de Jaxart. Le résultat fut une victoire écrasante pour le roi macédonien, mettant fin au raid. Mais les combats contre les tribus bactriennes et sogdiennes continuèrent, frustrant Alexandre et l'engageant dans une guerre de guérilla difficile. À ce stade, de nombreux soldats macédoniens étaient mécontents d'Alexandre. La plupart n'avaient pas revu leur foyer depuis des années, mais leur roi semblait déterminé à conquérir sans fin. Pire encore, il avait commencé à adopter les rituels et les vêtements de leur ennemi perse vaincu. Des coutumes qu'il considérait comme efféminées et décadentes. À Marakanda, l'actuelle Samarcande, après une dispute furieuse et en état d'ivresse, Alexandre tua Kleitos le Noir. Kleitos avait été l'un des meilleurs généraux d'Alexandre et l'homme qui lui avait sauvé la vie à la bataille de Granique. Alexandre était plein de remords, mais son arrogance croissante l'aliénait de plus en plus de ses vieux camarades. Lorsqu'il a tenté de forcer ses compatriotes à accomplir le rituel traditionnel persan de la proskinèse, se prosterner devant le roi, il a franchi une limite. Pour les Grecs, c'était un blasphème. Seul un dieu était digne d'un tel respect, et Alexandre fut contraint de reculer. En Bactriane, un autre complot visant à assassiner Alexandre fut découvert. Cette fois, le meneur était un page royal, l'un des fils de la noblesse macédonienne au service du roi. Hermolaüs était devenu d'une amertume meurtrière envers Alexandre au sujet d'une injustice passée. Lui et ses complices furent torturés, puis lapidés à mort. Callisthène, l'historien officiel d'Alexandre, fut également impliqué dans la conspiration. Il fut jeté en prison, où il mourut plus tard. Cet été-là, en 327, selon la légende, Alexandre fut capturé par la beauté de Roxane, fille d'un seigneur bactrien. Leur mariage fut également une décision politique judicieuse, contribuant à mettre fin à la révolte locale contre son régime et lui permettant de poursuivre son avancée dans le Pakistan moderne et dans l'Inde. Alexandre se préparait alors à soumettre les provinces les plus orientales de l'Empire perse, qui n'avaient pas encore reconnu sa royauté. Pour ce faire, il lui faudrait d'abord traverser les montagnes de l'Hindu-Kush et atteindre la vallée de l'Indus. Avançant en 2 colonnes, son armée remporta une série d'escarmouches contre les Aspasis, les Assassini, alors qu'ils se frayaient un chemin dans ce qui est aujourd'hui la vallée de Swat, le nord du Pakistan. Après un siège acharné, Alexandre prit la capitale assassienne de Massaga. Selon la légende,
Elle était gouvernée par une belle reine, Cléophis, qui donna un fils à Alexandre et fut autorisée à conserver son trône. Le souverain de Taxila, près de l'actuel Islamabad, avait formé une alliance avec Alexandre. Ensemble, ils marchèrent pour affronter Poros, roi de Porava, à la bataille de l'Hydaspe. Ce fut la bataille la plus coûteuse d'Alexandre, car les éléphants de guerre de Poros infligèrent de terribles pertes aux Grecs. Mais malgré le leadership intrépide de Poros, la bataille se termina par une victoire décisive pour Alexandre, lui permettant de gagner le contrôle du Pendjab. Alexandre voulait pénétrer en Inde pour atteindre le grand fleuve qui, selon les géographes grecs anciens, formait le bord du monde. Mais à la rivière d'Iphasis, connue aujourd'hui sous le nom de Béas, son armée se mutina. Ces hommes avaient parcouru des milliers de kilomètres, livré d'innombrables batailles et n'avaient pas revu leur foyer depuis 8 ans. Ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles des armées gigantesques les attendaient en Inde. Ils ont donc refusé d'aller plus loin. Alexandre était furieux, mais il dut retourner l'armée. Il suivit les fleuves du Pendjab jusqu'à la mer, un voyage qui lui prit 10 mois. En chemin, il vainquit les Malians, mais alors qu'il menait l'assaut sur leur capitale, il fut blessé à la poitrine et faillit mourir. En atteignant la côte, une partie de l'armée, sous le commandement de Néarque, monta à bord de navires et retourna en Perse par mer, naviguant à travers le détroit d'Ormuz et entrant dans le golfe Persique. C'était l'un des plus grands voyages d'exploration de l'Antiquité, car ces eaux étaient jusqu'alors inconnues des Grecs. Pendant ce temps, Alexandre mena le reste de l'armée par voie terrestre à travers le désert de Gédrosie, aujourd'hui au sud du Pakistan. Mais la chaleur extrême et les pénuries de nourriture et d'eau provoquèrent de terribles souffrances et de nombreux morts parmi son armée. À son retour en Perse, Alexandre exécuta plusieurs de ses vice-rois et gouverneurs. Des hommes accusés d'avoir gouverné injustement et d'avoir pillé des temples et des tombeaux pendant sa longue absence en Orient. À Suse, il organisa un magnifique mariage de masse d'officiers macédoniens avec 80 nobles perses pour renforcer les liens entre ces deux royaumes. Alexandre lui-même épousa 2 princesses persanes. Il paya également toutes les dettes de ses soldats et ordonna à 30 000 jeunes de tout l'Empire de s'entraîner à l'art de la guerre macédonien. Mais à Opis, ces troupes macédoniennes se mutinèrent. Offensé par la préférence apparente d'Alexandre pour les conseillers et les coutumes perses, Alexandre fit exécuter les meneurs et adressa un discours aux soldats, leur rappelant les gloires acquises ensemble, ce qui conduisit finalement à une réconciliation émouvante. À Ecbatane, Héphaïstion, l'ami le plus proche et le plus fidèle d'Alexandre, mourut de fièvre. Le roi, accablé de chagrin, resta plusieurs jours sans manger et décréta un deuil public dans tout l'Empire. Alexandre mena une campagne victorieuse contre les pillards des montagnes de Kossaéa, que même les rois perses n'avaient pas réussi à soumettre. De retour à Babylone, il fut accueilli par des ambassades de peuples lointains, venus reconnaître sa grandeur. Éthiopiens, Libyens, Scythes européens, Lucaniens, Étrusques, Gaulois et Ibères.
Roxana, l'épouse bactrienne d'Alexandre, était désormais enceinte. Mais alors qu'il planifiait sa prochaine campagne, en Arabie et au-delà, il développa une fièvre soudaine et mourut quelques jours plus tard, à l'âge de 32 ans seulement. La cause de la mort d'Alexandre n'a jamais été établie. Il pourrait s'agir du paludisme, du choléra, du typhus ou d'un empoisonnement. Alexandre mourut invaincu au combat. Sa réputation de commandant militaire brillant, intrépide et audacieux demeure intacte. Sa campagne d'une décennie a donné naissance à l'un des plus grands empires du monde, s'étendant de la Grèce au Pakistan. Mais c'était un monde vaste et instable, maintenu uniquement par son propre génie et son nom. Alexandre n'a laissé aucun plan pour sa succession, et ses généraux ont rapidement commencé à se battre entre eux pour se forger leur propre empire. Lors des guerres des successeurs, la veuve d'Alexandre, Roxane, et son jeune fils furent assassinés. Son propre sarcophage en or, en route vers la Macédoine pour y être enterré, fut dérobé et atterrit à Alexandrie, en Égypte. Aujourd'hui, son emplacement reste l'un des plus grands mystères non résolus du monde. Peu d'hommes ont eu un impact aussi conséquent sur le cours de l'histoire qu'Alexandre le Grand. Les réalisations époustouflantes de sa courte vie ont marqué le début de l'époque hellénistique, où les idées grecques se sont répandues sur le territoire de son ancien empire, fusionnant avec les traditions locales pour donner naissance à de nouveaux développements dans les domaines de l'art, des sciences, de l'administration et de la langue. Certains des royaumes successeurs de son grand empire furent de courte durée. D'autres durèrent des siècles. Mais tous, à leur tour, tombèrent sous le joug de nouvelles forces. Et à l'ouest, sous la puissance montante de Rome. Les recherches et les illustrations de cette vidéo proviennent de la vaste gamme de livres sur l'histoire ancienne d'Osprey Publishing. Chaque livre d'Osprey examine une bataille, une campagne ou une unité de combat particulière avec des détails méticuleux. Et avec plus de 3000 titres, il couvre tout, de la guerre ancienne au conflit moderne. Visitez leur site web pour voir leur catalogue en ligne. Un grand merci à Invika pour son aide à la réalisation de cette série. Vous pourrez en apprendre davantage sur la vie remarquable d'Alexandre le Grand dans leur série Moments d'Histoire.